Bonjour Anaëlle. Bonjour Hélène. Alors, je suis excessivement heureuse de te recevoir dans le podcast. Moi, je t'ai découvert il y a moins d'un an, donc c'est il y a pas longtemps en fait, grâce à un ami excessivement geek de son jardin et de ses expérimentations qu'il y fait, qui m'a parlé en fait de la syntropie d'une manière complètement surexcitée. Hélène, c'est le nouveau prisme incroyable, etc. Tu vas voir, faut que tu découvres Anaëlle et tout son travail. Et alors j'ai dit bon, on se calme. Est-ce que c'est pas encore un peu parce que aujourd'hui il y a pas quand même pas mal de choses qui avec ces mots un petit peu ces punchlines rétro-futures, tu vois, qui reviennent avec ces mots grecs savants. Alors je me suis dit bon, est-ce que c'est pas encore un truc à la mode? On va regarder. Et en fait tout de suite je me suis plongée vraiment dans ton univers, dans ce sujet et j'ai trouvé ça complètement génial. C'est pour ça que voilà, je suis très très contente qu'on fasse cet épisode aujourd'hui. Je pense que pour qu'on puisse faire cette plongée vers toi et vers ce sujet de la syntropie anale, il faut que nous, on fasse un petit saut et qu'on essaye d'atterrir là dans cette introduction, pas très loin de toi parce que tu es clairement dans le futur. Tu fais partie de ces phares qui éclairent les chemins vraiment vertueux qui s'offrent à nous, qui sont possibles pour faire baisser notre éco-anxiété, nos peurs aussi, tout azimut, que la vie là et le monde activent en ce moment. Je trouve que tu es une oratrice en plus hors pair. Tu as cette très grande capacité de faire entrer, tout le monde, si tu veux, dans ce raisonnement qui est non conformiste, dans un enchaînement de nouvelles angles de vue qui est quand même pas très simple au dé a priori, tu vois? Parce que c'est quand même assez nouveau tout ce que tu nous partages, notamment dans les gros zoom out, tu vois? Et puis on va en parler où tu nous amènes vraiment à nous dire: «Mais regardons d'un peu plus loin». Pour nous permettre en fait de nous remettre en capacité, je trouve, et avec beaucoup de brio, de nous-mêmes faire des liens, tu vois? Entre des choses qui a priori n'en avaient pas jusqu'à présent. Enfin, avant qu'on t'écoute, tu vois? Et avant qu'on découvre la syntropie et toute la manière dont tu as de vulgariser tous ces sujets. Donc, voilà, vraiment merci parce qu'on apprend non seulement sur le vivant, mais aussi sur nous. Et voilà, et cette grande capacité de guider aussi nos compréhensions avec le côté gourou en moins, tu vois? Que qu'on peut retrouver, parfois chez certains. Je trouve que c'est vraiment une immense qualité, donc merci pour ça. Au tout début, si tu veux, quand je t'ai écouté, quand j'ai écouté, les toutes premières, interviews que tu avais fait, notamment sur ton livre, parce que tu es l'autrice d'un livre complètement génial qui s'appelle «Bienvenue en Saint-Tropez» que tu as édité, en 2024 aux éditions, Terre Vivante. Tout de suite, moi, ça a fait tilt, tu vois? Je me suis dit ça a résonné vraiment très fort. Je me suis dit, enfin vraiment, il y a un truc, j'adore. J'adore parce qu'en fait, ça prend racine dans les lois universelles du vivant, que toi tu appelles les lois fondamentales, mais en fait, c'est pareil, c'est comment le vivant fonctionne depuis des milliards d'années. Et aujourd'hui, dans ce monde où on mesure quasiment systématiquement la valeur au prisme de la compétition, la rareté, la performance, la violence, et cetera, qui sont nos lois un peu à nous, nous les humains, mais pas du tout celles du vivant. Là, je me suis dit: «OK, en fait, il y a quelque part les lois des origines que la syntropie vient aussi remettre en lumière dans une manière peut-être qu'on n'avait pas forcément, vue jusqu'à présent et puis nous, les lois là où on en est et comment est-ce qu'on fait le chemin». Enfin voilà, on peut voir en tout cas, cartographier les espaces et les gaps qu'il y a entre tout ça et puis ce qui est aussi très sympa, je trouve, c'est qu'on peut voir comment est-ce que chacun, à notre rythme, on peut y aller. On a déjà commencé ici, tu sais, à parler avec, Olivier Amand, justement, de à quel point, nos règles sont complètement enfin, voilà, dégénérées, un peu pétées par rapport à celles, du vivant. Il nous a dressé notre portrait un peu d'addict, de camé, voire même de personnes sous emprise sectaire, tu vois, avec celle de la performance et comment on pourrait aller, nous, vers plus de robustesse une fois qu'on essaye d'être un peu moins sous emprise. C'est exactement ce que fait le vivant. Donc je rappelle juste en fait pour, celles et ceux qui n'ont pas écouté, encore l'interview avec Olivier Amand, je vous invite vraiment fortement à le faire parce que là j'ai eu beaucoup, beaucoup de retours aussi sur cet épisode, de personnes pour lesquelles ça a créé un grand déclic, donc peut-être que pour vous aussi ça fera la même chose. Lui, la performance, il l'a définie en disant que c'est la capacité d'un système à rester fonctionnel et stable malgré les perturbations, les imprévus et les fluctuations de son environnement. Et avec toi, Naël, dans cet épisode, je propose qu'on aille encore plus dans le détail justement de cette robustesse-là. Donc c'est ce mot valise un peu qu'il utilise, et que nous aussi on va utiliser désormais, pour qualifier ce qui est le pendant de la performance quelque part. Et nous, là, on a besoin de comprendre, OK, quelles sont ces lois du vivant dont nous nous sommes quelque part déconnectés au fil des siècles et des millénaires, mais qui en revanche n'ont jamais cessé d'agir et qui font que si aujourd'hui, et juste aujourd'hui, tu nous le précises dans ton dernier manifeste, et on en reparlera tout à l'heure, on les comprend et on se met un peu au diapason d'elles,
eh bien, tout sera possible. Je précise aussi, juste le fait que là, toi, tu as un virage justement de la diffusion de la syntropie, bien au-delà là des jardins et de l'agriculture et qu'avec ce nouveau manifeste, tu nous invites à changer de lunettes. Poser un petit peu celles où on était ignorant de ces lois universelles et vraiment, je sais pas comment dire, mais enfourcher ou en tout cas prendre, celle de la syntropie parce qu'on y voit énormément de choses et beaucoup plus belles. Pour te présenter, Anaëlle, donc toi, tu es diplômée d'anthropologie et d'histoire, tu t'es formée au maraîchage biologique, permaculture, sol vivant et cetera. Tu as débuté en tant que pépiniériste en 2016, je crois et puis 2018, ta vie «bascule» entre guillemets parce que Ernst Götsch, qui est le créateur quelque part de la syntropie, donne une formation en France que tu suis et là, depuis, tu vis syntropie. Tu t'es entièrement donc tournée vers, cette agroforesterie syntropique, et ta pépinière s'est un peu transformée au fur et à mesure en laboratoire et tout ton travail de terrain donc toi, tu es partie, tu nous le raconteras, hein, mais de sols très abîmés et cetera, raconte en fait cette histoire, cette autre histoire aussi improbable et impensable soit-elle, celle d'une fertilité retrouvée, d'une abondance qui s'oppose pas à la sobriété, mais qui en est justement la version plus profonde peut-être et une abondance qui naît de la complexité, de la diversité, des morts, transformées, voilà, de tout ce phénomène, des perturbations fécondes aussi et des dons reçus et redonnés. Donc on va parler de tout ça. Donc Anaëlle, est-ce que tu peux, toi, nous raconter, voilà, en préambule de notre échange, pourquoi ta rencontre avec la syntropie a changé ta vie? Merci pour cette introduction. Il y a un proverbe japonais qui dit: «On commence jardinier et on meurt apprenti» et je m'applique ça totalement. Donc voilà, je ne suis que, une expérimentatrice de terrain qui s'amuse beaucoup, beaucoup, beaucoup et qui aime beaucoup transmettre. Voilà, c'est surtout ça qui est important. C'est la jubilation qui est le socle de mon travail. Voilà. Pourquoi la syntropie a changé ma vie? Alors j'étais déjà en recherche et de la compréhension des systèmes vivants, mais quand j'ai rencontré Ernst Götsch, qui est donc, le précurseur de la syntropie, qui a travaillé depuis maintenant plus de 40 ans au Brésil et qui est suisse-allemand à la base, il y a eu un déclic extraordinaire. C'est comme si toutes les pièces du puzzle qui flottaient un peu de partout depuis des années et des années, parce que j'avais beaucoup de passifs sur la permaculture, sur le sol vivant, sur l'anthropologie, l'histoire, la philosophie orientale. Il y a beaucoup de choses qui flottaient comme ça et tout d'un coup, eh ben, ça a fait sens. Il y a quelque chose qui mais bien sûr, mais évidemment. Et donc, j'ai commencé à faire que ça. J'ai mangé, rêvé, dormi, je continue, hein, Saint-Tropez en permanence. Et c'est extraordinaire. En fait, si je devais définir qu'est-ce que signifie profondément la Saint-Tropez, c'est magique. Et pourquoi c'est magique? Parce que aux fondamentaux du biologique, aux fondamentaux des systèmes vivants, de la logique du vivant, on va trouver une logique extraordinaire qui est le don absolu. On en reparlera tout à l'heure. Le vivant va vers toujours plus de complexification, de diversification et d'abondance. Ce sont vraiment les lois fondamentales. Et ce vivant-là, il est impermanent, il change tout le temps. Il est interdépendant. On ne peut pas imaginer sortir quelque chose en disant non, non, je me suis fait tout seul. C'est impossible. Et il est donc impermanent, interdépendant et composé. C'est-à-dire qu'on prend n'importe quel organisme, n'importe quel être vivant, quelle que soit sa taille, quelle que soit sa durée de vie, il est toujours composé d'organismes plus petits et composant d'organismes plus grands. Donc il y a une interdépendance folle et extrêmement importante qui va toujours vers plus d'abondance. Et quand on commence à comprendre ça et qu'on l'applique sur le terrain, alors pour moi c'était le jardin, puisque la base quand même de cette abondance c'est la photosynthèse, on va y revenir, mais on peut l'appliquer sur n'importe quel aspect de notre société aujourd'hui. C'est absolument magique en fait. On fait un pas vers le vivant d'un millimètre, de soit dans notre tête, dans le paradigme, jusque dans l'application, et le vivant fait 1000 pas derrière. C'est absolument incroyable. Donc pourquoi ça a changé ma vie? Parce que j'ai pu décoller. Depuis, je ne fais que ça et les résultats sont vraiment extraordinaires. Comment on peut définir ce terme, tu vois, syntropie? Donc, pour une explication courte de qu'est-ce que la syntropie? Ça vient du grec syntropia en grec qui veut dire aller du simple vers le complexe. C'est comprendre que nous ne sommes pas les intelligents et que nous faisons partie d'un système intelligent. Donc, en fait, l'application des lois fondamentales du vivant sur le terrain pour aller vers toujours plus d'abondance. Moi, je le traduirais par retrouver une place juste et bénéfique qui va dans le sens du vivant.
Au niveau physique, au niveau du jardin, au niveau de la logique biologique du monde, c'est partir de la photosynthèse, de cette extraordinaire et unique valeur ajoutée au monde qui est basée sur une systémique et une logique du don, on verra pourquoi, et qui est accélérée par les systèmes de masse animale et de perturbation, on verra pourquoi aussi, pour retourner, nous, aujourd'hui, beaucoup plus rapidement vers des systèmes d'abondance, parce que nous avons littéralement détruit les leviers d'abondance et la fertilité des sols. Donc nous sommes complètement interdépendants avec cette photosynthèse et ces systèmes d'abondance. Et donc l'idée avec la syntropie, c'est d'y revenir très rapidement, à la fois au jardin, mais aussi dans la vie courante, dans les entreprises, dans les relations sociales, parce que évidemment, ce paradigme-là peut s'appliquer partout. Parce qu'en fait, en gros, aujourd'hui, on doit compenser le fait qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être dans cette phase-là. Donc, on doit booster la syntropie. Et voilà, c'est ça. En fait, nous sommes des créatures d'abondance. Plus l'animal est gros, et nous sommes un animal assez gros et assez exigeant, il faut avouer, plus il fait partie d'un système complexe et un système d'abondance. Or, en 120 siècles de fébrilité humanoïde, on a perdu 92% de la fertilité des sols. C'est absolument gigantesque. Il y a plus de 8 dixièmes, de 9 dixièmes, pardon, de la fertilité du monde qui a juste disparu. Et c'est pas uniquement les 2 derniers siècles, depuis qu'on a inventé les tracteurs et le labourage profond, ça n'a fait qu'accélérer la chimie, le monoculture, et cetera. C'est assez catastrophique. Mais on a de toute façon, j'ai pas d'autre mot que dézingué pour le pour le coup, les fondamentaux, les leviers d'abondance, en fait. On va contre la logique du vivant qui va vers toujours plus d'abondance et de diversité, et ça, on le fait depuis très, très longtemps. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé? On est hors sol, on est coupé. Alors, je sais pas. Ce qui s'est passé, c'est que, au niveau pratico-pratique, en fait, on a déjà annihilé un des gros leviers d'abondance qui est la masse animale. Il faut imaginer en Europe, il y a même juste 5 000 ans, il y a 12 000 ans avec la mégafaune. Tu sais ce que c'est la mégafaune? Veux bien un petit rappel? La mégafaune, c'était des mammifères, la plupart du temps, très, 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 très gros. Alors, on trouvait des kangourous 3 fois plus gros qu'aujourd'hui, les ours des cavernes, les tigres à dents de sabre, par exemple, qui étaient des gros animaux. Mais aux États-Unis, on avait aussi des paresseux de 6 mètres de haut, des petits serpents de 10 mètres de long, en Australie, il y avait de la mégafaune absolument incroyable. Donc, outre le kangourou, il y avait aussi des varans de plus de 10 mètres de long. Donc, imaginez ces animaux monstrueux, énormes, qui avaient besoin d'un système d'abondance gigantesque. Je ne parle même pas des diplodocus et autres, ça c'est encore autre chose, ça c'est beaucoup plus près de nous. Les humains ont co-évolué, ont vécu avec ces animaux-là. Et à chaque fois qu'on est arrivé quelque part, bizarrement, en quelques siècles, plus rien. Pourquoi? Alors qu'ils avaient survécu à des changements climatiques assez drastiques. Tout simplement parce que, alors à l'époque, sur la Terre entière, on était à peu près, au niveau de la population, c'était la moitié de Londres aujourd'hui. Et on était au silex et au feu de bois, hein. Donc juste pour remettre les choses. Mais pourquoi? Parce qu'on a fait des brûlis pour attirer le gibier. Du coup, on a changé des milieux, Attends, on a changé qu'est-ce aussi que le c'est des gibier. brûlis? On ouvre la forêt par le Ah oui. feu pour pouvoir ouvrir des steppes plus grandes et faire venir des gibiers pour la chasse. Donc on a changé aussi le régime des pluies parce qu'on sait aujourd'hui que les pluies sont liées aux arbres, hein. Ça depuis le néolithique, hein, donc c'est assez vieux. Et surtout, ces gros animaux-là, ils ont un cycle de vie et de reproduction qui est très très long. Donc s'ils font un petit au bout d'une maturité sexuelle très longue et que ce petit l'élève pendant longtemps et qu'ils ont besoin d'un très grand territoire, évidemment, si on prélève quelques-uns de ci, de là pour faire un gros steak, on finit par créer des pertes génétiques énormes et ça finit par s'effondrer tout simplement. Donc il y a ça, mais il y a aussi le fait que 85% de la masse animale aujourd'hui a disparu. Et cette masse animale est liée à quelque chose d'extrêmement important que le vivant a mis en place depuis le début, ça s'appelle la perturbation. Et la perturbation est liée à l'abondance de verdure et la verdure à la photosynthèse. Donc peut-être que je peux revenir à la base qui est la photosynthèse si tu veux, pour faire l'explication dans la logique. Vas-y, on t'écoute. Alors, c'est assez incroyable. Imaginez cette planète complètement vide de vivants, des océans muets. Alors muets, il y a le vent qui souffle sérieusement, il y a des différences de température qui peuvent atteindre des fois 100 degrés entre le jour et la nuit, il y a des vents à des centaines de kilomètres heure,
il y a des roches nues jusqu'à l'infini, il n'y a rien. Il n'y a pas un moustique, il n'y a rien du tout. Et là, ça va se développer dans les océans quelque chose d'absolument incroyable, ce qu'on va appeler plus tard le phytoplancton, des petites algues, des petites cellules photosynthétiques, donc qui sont capables de créer de la matière, et c'est là que la première magie démarre, de la matière à partir de presque rien de tangible, à partir de l'énergie solaire, d'atomes qui sont présents dans l'air et d'un petit peu d'eau, 1% d'eau à peu près, on crée de la matière. Si tu prends une bûche, la bûche que tu vas mettre dans ton feu, c'est de la matière sèche. Cette bûche-là, à 97 ou 98%, elle est bâtie à partir de rien de tangible. Il n'y a aucune banque qui va te proposer une plus-value pareille. La seule valeur ajoutée au monde réel, c'est la photosynthèse. 98% de matière en plus à partir de rien de tangible. C'est absolument délirant, quoi. Et ça va du radis au chêne, ça va du baobab au fromager, ça va de l'algue, du phytoplancton au lichen, c'est vrai pour absolument tout. Et du coup, cette matière qui est apparue sur rien, elle vit, elle cycle, elle se décompose, elle meurt. Et parce qu'elle meurt et qu'elle accumule cette matière organique, il y a d'autres plantes plus exigeantes qui peuvent pousser dessus, qui meurent à leur tour, qui cyclent, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et pendant des millénaires et des millénaires et des millénaires, qu'est-ce qu'on fait? On accueille de plus en plus de complexité. Et parce que c'est de plus en plus riche, il y a des plantes et donc des insectes et donc des animaux de plus en plus gros qui s'y installent, qui peuvent interagir. Et là, on se dit comment on fait parce qu'on arrive un petit peu au maximum. C'est l'énergie primaire, c'est cette photosynthèse. Comment on fait, sachant que les gros animaux, ils vont métaboliser cette énergie, qui vont se faire eux-mêmes manger, et le carnivore avait métabolisé l'énergie métabolisée par l'herbivore, qui a métabolisé l'énergie de la plante, qui a métabolisé l'énergie du soleil, ça commence à faire beaucoup. Et tout simplement, ça s'appelle la perturbation. C'est ce qu'on syntropie, on appelle la perturbation, c'est-à-dire bouger d'un état qui paraît stable à quelque chose une sorte d'accélérateur vers l'abondance. C'est dès qu'un animal va brouter, casser, digérer, tailler d'une manière ou d'une autre le végétal, dans le végétal, il se passe plusieurs choses. En fait, il y a 5 aspects qui arrivent. Le premier, c'est il y a plus de lumière pour les plantes qui restent, ou pour les parties de la plante qui restent, donc plus de photosynthèse derrière. Il y a plus de matière organique au sol. Alors quand nous, on taille, on pose directement. Quand un herbivore taille, ça passe par l'intestin en règle générale. Ou un éléphant, ça passe pas forcément par l'intestin, mais ça fait amener la matière au sol. Et il y a quelque chose d'extraordinaire, ça s'appelle l'acide gibérélique, c'est nous qu'on a appelé ça comme ça, mais ça existait bien avant qu'on lui donne un nom. Et la gibéréline fait que ça donne, dès qu'on vient tailler, dès qu'on va brouter, ça va donner l'information à la plante et aux voisines par les racines, attention, faut que ça pousse. Une sorte d'acide de régénérescence juvénile, attention, faut que ça pousse, faut que ça pousse. Si vous avez déjà taillé des haies, si vous avez taillé des pommiers, des vieux pommiers, vous avez vu l'année suivante ou dans les mois qui suivent, boum, ça explose, ça repousse à fond la caisse. Et en fait, c'est une sorte de rajeunissement programmé qui fait que du coup, les plantes, en se défendant, en ayant ce stress de taille ou de broutage, d'abroutissement, on dit, elles vont se défendre, faire plus de tanins, elles vont se défendre et du coup, elles vont être plus résistantes aux maladies et elles vont faire plus de photosynthèse, donc plus de valeur ajoutée. Donc ça veut dire que là je le fais très très court, hein, Ouais. mais si on fait ça en court, plus un animal qui vit grâce à un système d'abondance fait de perturbations, plus il crée des circonstances d'abondance plus grandes que lui-même. Et c'est là le fondamental pour moi de la syntropie dans l'idée générale, c'est que chaque être vivant, chaque organisme, végétal ou animal, laisse son milieu plus riche en partant. De part, pour les plantes, la création de matière organique durant sa vie, donc de masse grâce à la photosynthèse, ou pour les animaux, de perturbation, donc de cycle de rétroaction positive qui leur est associé. Et ça, c'est absolument extraordinaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule plantule, il n'y a pas un seul rat d'égout, enfin pas d'égout justement, un rat des champs, où il n'y a pas un seul animal, attention, qui n'est pas lié à la production humaine, hein, parce que là, du coup, les cycles de rétroaction positive, quand on a des cochons en caillebotis, ça ne marche pas. Ce sont des animaux hors vie, hors sol. Chaque être vivant laisse le milieu plus riche en partant. Et en biologie, on va traduire ça par la vie d'abord, l'espèce ensuite et l'individu après. Parce que tu prends n'importe quelle plante,
Le lichen, par exemple, le premier qui s'est installé sur les rochers, de cette fameuse planète roche au départ, mer et roche. Si le lichen était resté dans son petit coin et n'avait pas du tout rajouté de masse, ce qui est impossible parce que fondamentalement, il rajoute de la biomasse par sa vie même, on n'en serait jamais arrivé aux terres profondes et noires qu'on connaît aujourd'hui et qui sont déjà plus qu'un reliquat des systèmes d'abondance qui ont existé. Mais chaque plante va laisser donc, des fois ça va durer 3 siècles pour que le travail fasse son effet, parce que c'est lent, le système est lent par rapport à nos vies humaines qui sont très, très courtes et rapides. Mais chaque espèce va laisser le milieu plus riche et va donc laisser la place à d'autres espèces. C'est pas j'arrive, j'occupe le terrain, je bouge plus et j'empêche tout le monde de passer et ce sont que mes descendants qui comptent. Et ça, c'est quand j'ai compris ça a été fondamental. C'est absolument incroyable. C'est-à-dire que tout être vivant fait en sorte que le vivant soit plus riche derrière lui et donc plus que ses propres descendants ne soient plus adaptés au terrain, au final. Lui, par les graines, par la pollinisation, il va aller s'adapter à des terrains qui correspondent à ses outils et à ses fonctions, mais il ne peut pas rester indéfiniment sur le même lieu. Et ça, c'est absolument incroyable. Et c'est ce qu'on appelle l'évolution aussi des espèces. C'est la succession des plantes sur un même lieu, c'est la succession des espèces à travers les millénaires. Et en syntropie appliquée sur le terrain, on va accélérer ces systèmes d'abondance 5 à 10 fois plus rapide. Et là, donc, je reviens, je suis désolée, j'ai fait un grand tour, mais je reviens. Nous sommes des animaux, des gros animaux exigeants. Nous sommes des animaux d'abondance. On a besoin de systèmes riches. Nous avons défoncé les systèmes en abîmant tous les cycles de rétroaction positifs avec la masse, en tuant la masse animale et en empêchant la perturbation et la cascade trophique. Ça, c'est encore autre chose. Je ne sais pas si on aura le temps de ça. Et du coup, on régresse totalement dans les systèmes. On appauvrit, on appauvrit, on appauvrit en permanence. Et appauvrissant en permanence, on a plutôt intérêt à revenir très vite pour nous et pour le reste des systèmes vivants vers des systèmes d'abondance. Et c'est à ça que la syntropie appliquée sert. C'est-à-dire revenir très vite vers des systèmes hyper abondants. Je peux te sortir des chiffres pour donner un exemple. Cette matière organique, cette matière qui est créée par la photosynthèse, le vivant, la masse animale, etc., qui se décompose au sol, on va appeler ça la matière organique. Donc, c'est ce qui, dans les jardins, est noir, qui sent bon le champignon, qui stocke l'eau, qui stocke le CO2, donc toutes choses qui nous intéressent fortement, surtout dans les périodes, de changement climatique. Et un maraîcher heureux, quand j'ai commencé à étudier l'agriculture il y a peut-être 15-16 ans, enfin, quand j'ai commencé à étudier ces chiffres-là, parce que ça fait 26 ans que je fais du jardin, mais quand j'ai vraiment commencé à étudier ça, un maraîcher très heureux, il avait 8% de matière organique dans ses sols. Et vraiment, c'était génial, hein, vraiment super. Quelques années plus tard, j'ai entendu, ah ouais, moi j'ai de la chance, j'ai 4% de matière organique dans mes sols. Aujourd'hui, la moyenne en France et en Europe est de moins de 2% de matière organique. Alors, ça paraît pas beaucoup, c'est des petits chiffres. Sauf que pour repasser de 2 à 8%, il faut 44 semi-remorques de biomasse par hectare. Donc, ça commence à faire beaucoup. Surtout si tous les ans, nos cultures continuent à réappauvrir les sols et qu'il faut ramener de la biomasse extérieure en permanence. Il n'y a aucune autonomie, en fait. On exporte, on appauvrit. Or, sans apport extérieur, sans absolument aucun apport extérieur, en plantant très dense, par strates, et dans le temps, on va revenir là-dessus, mais et en faisant énormément de perturbations sur mes zones les plus avancées dans les expérimentations, en 3 ans, je suis remontée de 9%, de 9 points. C'est-à-dire si j'étais, on va dire, à 4, et ben je suis montée à 13% de matière organique en 3 ans, sans aucun apport extérieur. Et en plus, en faisant ces perturbations, j'ai donné la formation, la fameuse gibberelline, il faut que ça pousse aux arbres présents, aux arbres de production, qui ont poussé 2 fois plus vite que quand ils sont paillés et arrosés, sachant que là, ils étaient quasiment pas arrosés. Pourquoi? Parce que, eh ben, là, on crée aussi en syntropie des cycles de l'eau courts, ce que j'appelle les cycles secrets de l'eau. Grâce aux strates, on va essayer de garder au maximum l'eau dans nos cycles, dans nos strates de plantes, entre les strates et entre les hauteurs d'arbres et dans le sol via la matière organique, ce qui fait qu'on n'a quasiment pas besoin d'arroser, ou beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Ça dépend des objectifs. Si on fait du légume ou si on fait du verger, ça ne va pas être la même chose. Mais il y a énormément moins de problèmes d'eau, à la fois dans les excès et dans les manques. Quand il pleut beaucoup, beaucoup, bah, la matière organique, elle gonfle comme une éponge et elle garde l'eau pour plus tard. Et quand il pleut plus,
et ben, les strates gardent l'humidité à l'intérieur et du système de plantation, et l'eau est redonnée petit à petit aux racines via la matière organique. Donc c'est un puzzle multidimensionnel dans le temps et dans l'espace, donc tout va bien, c'est très simple. Donc si on a besoin d'une petite pause là pour, voilà, vous pouvez mettre pause et revenir dans 5 minutes. Non, non, mais c'est passionnant. Mais du coup, j'ai mille questions et je pense que je vais pas arriver à tout, voilà, mais C'est magique, la photosynthèse est à la base de tout, c'est la seule et unique valeur ajoutée au monde. Elle est tellement dense et elle est liée à la perturbation des gros animaux, c'est ça qui donne de l'abondance. Nous sommes des animaux d'abondance, on a détruit les leviers d'abondance et du coup, il faut y revenir très rapidement en écoutant, en se remettant à l'apprenti des logiques fondamentales du vivant. Voilà, c'est tout simple. c'est tout simple. Alors attends, aujourd'hui, tu vois, on nous dit partout, bon bah, voilà, nos sols sont morts, machin. Alors tu parles de d'agriculture classique, Ouais. faut pas oublier juste en fait, c'est très simple, c'est la simplexité, j'aime bien dire. C'est très simple, tout est complexe. Non, c'est hyper simple. En fait, le vivant va vers toujours plus de diversification, de complexification et d'abondance. L'agriculture actuelle, elle fait de la simplification, de la décomplexification et donc elle ne va pas vers l'abondance. Quand tu as des monocultures, quand tu as pas de strates, quand tu as des plantes toutes du même âge, au même temps, qui ont les mêmes besoins, qui sont remis encore et encore sur les mêmes sols, qui ne sont plus que du hors sol sur le sol finalement, parce que c'est nourri à base de chimie, etc. Il n'y a rien qui va dans le sens du vivant. Mmh. Absolument rien. Mais du coup, là, enfin, tu vois, tu parles là de chimie. Moi, j'ai compris aussi que, tu vois, ça dépend. C'est-à-dire que dans le vivant fait de la chimie. Enfin, le mot chimie a été un peu, Oui, c'est de la chimie de synthèse en fait. C'est de la chimie, c'est ça, c'est de la chimie qui est pétrosourcée. C'est les pesticides, c'est tout ça dont tu parles plutôt. Ok. Et donc ça, c'est par essence, parce que nous, on a eu, tu vois, comme invité, j'essaie de reboucler un peu aussi avec des précédentes personnes et d'ailleurs des qui se sont aussi formées, en syntropie, tu vois? C'est par exemple, Roland Feuillas, tu sais? Avec, ce qu'il fait, donc c'est quelqu'un qui travaille, lui, c'est les semences, donc c'est les céréales non hybridées, donc il essaie de reconstituer des filières justement pour, est-ce que aussi, tu vois, au-delà des systèmes, dont tu parles de la syntropie, donc de tous ces cycles avec des rétroactions positives, est-ce que, tu vois, la qualité intrinsèque des graines joue et comment et tout ça? et on revient sur la base, plus de diversité, de complexité. Ce qu'on a fait ces derniers siècles notamment, c'est de décomplexifier et de simplifier les apports génétiques. On est passé de centaines de variétés de blé, si on reprend sur ton exemple, à peut-être 4 ou 5 et à peine, peut-être 2 ou 3 qui sont vraiment utilisés en agriculture. Donc évidemment, plus on perd, plus on appauvrit, moins il y a aussi de robustesse. Donc il y a beaucoup moins de résilience, beaucoup moins de capacité d'adaptation. Pourquoi? Parce qu'on simplifie. Et on s'en simplifie dans les gènes, on va simplifier jusque dans l'ADN, on va simplifier jusque dans les OGM, c'est encore plus simplifié, c'est encore plus, enfin C'est on standardisé, force des plantes, voilà, on force des plantes à s'adapter à des milieux qui leur vont pas, alors que si on les mettait tout simplement dans des systèmes complexes où elles se sentent bien, eh ben elles donnent 2 fois plus, elles poussent 2 fois plus vite, sauf qu'elles peuvent pas être mises en monoculture. Voilà, tout simplement. donc ça veut dire qu'en fait aussi, quand on réfléchit aussi par rapport à nous, que on aurait besoin de développer des goûts sur plein de choses qu'on ignore aujourd'hui. Parce qu'en fait, comme tu dis qu'il y a plus de diversité, ça veut dire qu'on va avoir plus, là, si on prend l'agriculture par exemple, de choix, c'est ça? On va avoir plus de ou alors c'est sur un jardin et ça va être, est-ce que tu vois, il va y avoir des espèces nouvelles qu'on va consommer qui vont arriver, donc en fait, en cascade, ça va être des chefs qui vont devoir créer des nouvelles recettes? Ou alors est-ce que c'est par région, on va être plus autonome parce qu'on va recréer un peu des microclimats et des choses? Ah, il y a plusieurs choses dans ce que tu dis, tout est juste là-dedans. Il y a déjà des gens, je pense à Claire Moquier par exemple, qui expérimentent énormément de plantes dont on n'a pas l'habitude, qu'on trouve dans les jardins forêts, qui sont assez connus. Il y a beaucoup de gens qui, dans les médias alternatifs, parlent de ces plantes et de la manière de les utiliser. En effet, il y a aussi une histoire de mode, c'est-à-dire que pendant longtemps, ceux qui connaissaient les plantes sauvages, ceux qui étaient capables de les cueillir, de les cuisiner, c'était déconsidéré puisque c'était les paysans pauvres qui faisaient ça. Du coup, si on était mieux achalandé, on mangeait du pain blanc, de la viande, et on oublie petit à petit ce savoir. Donc il y a vraiment tout un travail de remise au goût du jour
On peut continuer à manger de la manière aujourd'hui, parce qu'il va falloir partir de là où on est pour le moment, de la manière, dont on a l'habitude. Enfin, si j'enlève, les Choco Pops et les papayes, parce que ça, j'ai du mal à le faire dans mon jardin, je dois avouer. Mais, les aliments fondamentaux de base qui sont sains, les légumes, les fruits et cetera, tout ce qui est, viande, lait et cetera, tout ça peut être mis dans les systèmes syntropiques. Je vais te donner un exemple simple. Objectif terminal ou presque un objectif à moyen terme, on va dire 25 à 40 ans, d'un verger diversifié, complexe, avec énormément de types de fruits qui vont être valorisés. Avant, au tout début, en syntropie, tu plantes pas un arbre tous les 6 mètres, tout seul, et tu attends que ça pousse. Tu vas planter dès le départ un système très complexe, très dense, où tu vas perturber. Est-ce que tu peux nous raconter, toi, ton exemple? Parce que je crois que tu arrives sur un terrain où c'était un peu comme une friche, enfin, c'était pas un terrain top, top. J'ai commencé sur une partie de la pépinière qui était la pire partie parce que c'est là où il y avait eu les gravats de la construction du hangar à côté, des années auparavant, et donc dessus, ils avaient rajouté, donc il y avait des gravats, une dizaine de centimètres d'argile pure de fond de chantier là, pas le truc le plus génial, et du chien-dent. Un rêve pour tout jardinier, et je me suis dit: «C'est parti, si ça doit marcher, c'est là que ça marchera». Au bout de 5 mois, après la plantation, j'avais des tournesols de 4,50 m de haut, je les coupais à la machette. J'avais une terre qui a changé en quelques mois absolument incroyable. Je n'ai pas arrosé de l'année. Comment elle était cette terre? Enfin, comment tu vois qu'une terre, voilà. Quand tu passes de l'argile quasiment jaune-rouge, très pauvre, à de la terre noire sablonneuse, enfin pas grumeleuse, pardon, avec plein de vie qui grouille à la surface et qui commence à sentir bon, et que tu rentres en plein été, en plein cagnard, à 2 heures de l'après-midi et que tu ramasses ces haricots à l'ombre et que tu sens la différence tu sens à l'odeur et donc sur ta peau la différence d'humidité et que tu sens les plantes en décomposition. Tu as l'impression d'être dans une jungle. J'avais mes gamins qui étaient là: «Oh, maman, tu crois qu'il y a un tigre qui va apparaître?» On avait vraiment l'impression d'être dans une jungle en 5 mois. C'était absolument incroyable en fait. Je voulais reproduire ces strates de jungle entre guillemets, mais en quelques mois, en me disant: «Bon, tout le monde ne peut pas planter des arbres dans son jardin, c'est pas toujours possible ou parce qu'on est ou locataire ou alors parce qu'on habite en ville, tout ça. Comment faire pour que ce soit annuel?» Et donc j'allais tabler sur, des tournesols géants et des maïs pour la biomasse et pour faire des strates, c'est-à-dire pour faire des plantes qui protègent du soleil, pour faire une sorte de carapace de verdure pour planter les plantations de légumes en dessous. Sachant que la totalité quasiment de nos plantations potagères, que ce soit les tomates, les poivrons, les courgettes, etc., ce sont des plantes qui ont besoin d'ombre, contrairement à ce dont on a l'habitude de penser. Surtout maintenant, beaucoup plus en plus maintenant. Euh, et du coup, les tournesols en syntropie, donc qui ont bénéficié de la perturbation de leurs voisins, ont poussé 1,50 m de plus, sans eau, que les mêmes variétés plantées le même jour à 10 mètres, qui étaient paillées et arrosées régulièrement, pour donner un exemple. Et tout est à l'avenant. Les plantes étaient magnifiques, j'ai eu des récoltes incroyables. Et sur 100 mètres carrés, c'était une petite expérimentation. J'ai fait plein de petites expérimentations parce que quand j'étudiais le maraîchage, on m'avait dit 1 an, c'est une expérience. Alors je me suis dit, bon, bah, 1 an, ce sera 10 expériences dans ces cas-là, si je veux aller plus vite. Et du coup, je faisais plein de petites expés, voilà, de 50, 100 mètres carrés à chaque fois. Et on a une vidéo d'ailleurs sur le site qui montre ça, c'est assez incroyable. Et encore la vidéo, c'était en août, il restait que des tournesols et je lui ai dit: «Tu es sûr, tu veux filmer? C'est vide». Parce que ce qu'on avait en juillet, c'était carrément incroyable. On avait encore des maïs de partout, c'est magique en fait. Et tu parles du bon, mais on parle aussi du beau dans tes podcasts et c'est beau et on se sent vraiment, nous sommes des gros animaux d'abondance et là on ronronne quoi. Et là tu dis: «Mais en fait je dors ici, je ne bouge plus». C'est vraiment incroyable. Donc si on reprend cette idée-là, au milieu de ce potager-là, tu peux planter les futurs arbres qui vont donner ton verger dans 40 ans, par exemple 25 à 40 ans en pleine production. Donc pendant 3 ans, tu vas planter des légumes, ça va être très dense, tu vas concentrer ton attention, ton énergie, ton eau et ta matière organique de départ pour démarrer le mieux possible sur cette petite zone. Et du coup, bénéficiant de ça, les arbres vont pousser beaucoup plus vite et ils vont commencer à faire de l'ombre.
Mais comme tu as pas planté que des arbres, mais tu as aussi planté des petits fruits, tu as planté des arbustes à biomasse, et cetera, tu vas te retrouver au bout de 3 ans à plus pouvoir vraiment planter de légumes. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu peux mettre des légumes qui ont besoin d'ombre, enfin des plantes de d'ombre, donc de la rhubarbe ou du cassis ou et cetera, encore dans les interrants. Et ce qui était tes rangs de plantation, potagère va devenir petit à petit des chemins, parce qu'il faut bien passer entre les arbres, pour donner une idée. C'est là que tu peux lâcher les poules pondeuses, par exemple, qui vont être absolument ravies. Il y aura plein de biomasse, elles vont se construire, elles vont grignoter partout, elles vont manger les petits fruits de base. Pourquoi? Parce que tu commences à avoir des petits fruits. Et puis tu commences aussi à avoir plein de plantes à tisane. Et petit à petit, au bout de 3 4 ans, tu n'as quasiment plus rien à perturber. Parce que ce que j'ai remarqué dans mes expérimentations, c'est que si on était très concentré sur la biomasse les 3 premières années et la perturbation, on réaccélérait les systèmes d'abondance, la maturation du sol et la matière organique, et qu'après, le cycle se ralentit. Pourquoi? Parce qu'il y a plus d'ombre, les arbres poussent plus vite, et on taille beaucoup moins, et on va juste ramasser. Donc, Mais là, tu taillais combien de enfin, au c'était début, je taillais 5 à 6 fois dans l'année, mais je ne désherbais pas. Tout était occupé, donc il y a pas de désherbage. C'est je taille, je pose, et au lieu de prendre et d'enlever et donc d'appauvrir, et en plus c'est casse-pied, hein, franchement, un désherbage, on coupe, on pose et on voit tout de suite le résultat, ça pousse, ça explose. J'ai des maïs qui prenaient 30 à 40 centimètres en 24 heures, après que le copain voisin a été coupé. Pour donner une idée, à la fin de l'été, il me restait un tournesol tous les 60 centimètres à peu près. Au début, il reste un cinquantième des tournesols du départ, et les centaines de maïs qui étaient là pour la biomasse étaient déjà coupés depuis plus d'un mois. Donc, on va mettre beaucoup, beaucoup plus. Quand on voit une tomate, une courgette, etc., c'est blindé de semis, c'est blindé de graines, c'est pas pour rien. C'est parce qu'il y a énormément d'abondance au départ. Tout est basé sur ce système du don. En fait, on va donner 10 000 fois plus pour en fait donner les conditions finales à la plante de pouvoir se développer, tout en nourrissant le reste du système. ouais, parce qu'en fait, la réponse, c'est-à-dire que là, c'est aussi un je sais pas d'ailleurs si c'est étudié comme ça aussi, mais le prisme que tu donnais tout à l'heure, c'était celui de l'information. Ils ont cette information: quand tu perturbes, faut pousser. En fait, on a l'impression que c'est vraiment, là, le fait de pouvoir voir avec nos yeux que le vivant communique, enfin, tu vois, qu'il y a d'autres formes qui nous sont pas accessibles à nous et qui, font que, en fait, les plantes sont pas du tout en compétition, parce que ce que vient aussi montrer la syntropie, c'est elle vient quand même péter un peu pas mal d'idées reçues et beaucoup de choses qui sont rentrées un peu dans nos cerveaux, tu vois? Que, les plantes sont en compétition, il faut faire attention. Enfin, en fait, là, enfin, c'est venir par un autre endroit en se disant que tu réponds à la mort enfin, parce que quand tu perturbes, tu viens enfin, tu arraches pas, mais tu coupes quand même, Oui. donc il y a tu blesses, je sais pas, par la vie. En fait, c'est toujours ce truc de la vie, de la vie, de la vie, de la vie qui arrive. La mort est un cadeau de la vie à elle-même, en fait. Le sol sur lequel on marche aujourd'hui, c'est l'accumulation d'un nombre absolument incontable de cycles de vie depuis le début du monde. C'est chaque lichen, chaque plante, chaque cycle, chaque animal, chaque micro-organisme. Dans un sol vivant, 1 cm3 de terre vivante, il y a plus de micro-organismes que d'humains sur la Terre. Et donc tous ces cycles-là, toutes ces vies-là se sont accumulées en laissant chaque fois le milieu plus riche, et encore plus riche. Et donc, on marche sur le plus beau cadeau que le vivant se fait à lui-même, c'est-à-dire la mort donnée de toutes les parties qui la composent. Et ça, c'est avec la vie d'abord, l'espèce ensuite et l'individu après, ça change totalement la manière de voir. Nous, c'est souvent moi d'abord, ma famille ensuite, après moi le déluge. Hein. On n'a pas trop compris l'histoire, quoi. Et, et ce qui est extraordinaire, c'est que toutes ces espèces, végétales ou animales, trouvent exactement ce dont elles ont besoin, et pour elles et pour leurs descendants sur le même lieu ou ailleurs, et leurs descendants qui se transforment aussi au fil des millénaires, hein, parce que si on regarde l'ancêtre de la baleine, c'était une sorte de loup à 4 pattes, hein, donc rien à voir avec la choucroute. C'est toujours en permanence, c'est toujours en transformation, c'est toujours en mouvement en fait. Et si on regarde ça, c'est vraiment la vie qui est prioritaire. C'est le vivant qui est prioritaire. Je ne suis pas sûre qu'une gazelle qui se fait manger par un lion se dit: «Oh chouette, je participe au grand cycle du vivant, j'adore». Non, à mon avis, elle n'aime pas du tout. Mais en même temps, ces cycles-là, on en est conscient et on les déplore quand ils nous sont proches, quand on a de l'attachement pour eux. Parce que je ne sais pas pour toi, mais moi, je prends pas le deuil de mes cellules grises, notamment, qui meurent chaque jour. Parce que, bon, bah voilà, ça c'est un peu, c'est en moi, mais c'est loin de moi.
Et donc, tous ces cycles-là, ils font partie pour que mon corps puisse grandir, évoluer. Il faut que mes cellules cyclent et meurent pour laisser la place à d'autres, pour que mon foie se régénère, pour que mes os et mon cœur se régénèrent, etc. Il y a 8 ou 12 ans, je ne sais plus, il n'y a aucune cellule qui te constitue aujourd'hui qui était déjà présente. Donc, tu es obligé de passer par ces cycles de vie et de mort pour pouvoir te transformer. Ça fait partie du jeu, en fait. Si on revient sur le côté, perturbation, Oui, parce qu'aux époques où l'homme n'existait pas, donc la perturbation était essentiellement fait par, soit les animaux, soit les éléments, le ouais. vent, les feux, les machins. Bon et donc nous, là, en fait, la syntropie nous dit: l'humain a un rôle, bah, vu qu'on est un animal, de perturbation comme les animaux non humains. On sait qu'on peut être destructeur en chef. On est très fort pour ça, on l'a prouvé. Fantastique, génial. Maintenant, on arrête. Et on peut être coacteur de l'abondance. On peut vraiment faire partie de ce système d'abondance. On a passé des millénaires à chaque empire, à chaque civilisation, à désherber nos carrés de choux, à appauvrir, à vouloir conquérir à côté pour pouvoir manger à côté parce qu'on n'avait pas suffisamment et à finir par s'écrouler, classique quoi. On peut aujourd'hui revenir, en fait, on ne peut pas créer des civilisations, on ne peut pas créer des sociétés qui soient exemptes de cette violence intrinsèque qu'on fait à tous les systèmes vivants, y compris à nous-mêmes. Ce que tu disais au début, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'économie est basée sur l'idée de la rareté. Ouais, Or, il ça crée faut la pénurie. voilà, ça crée la pénurie. Et en fait, il faut qu'on retourne totalement la chaussette et qu'on se dise, après chaque jardin, après chaque récolte, le sol est plus riche qu'avant la plantation. Après chaque entreprise, après chaque relation sociale, le milieu reste plus riche qu'avant le démarrage de cette entreprise. Et tout est à créer comme ça, que ce soit à travers toutes les activités économiques, que ce soit à travers, tu me disais qu'il y avait beaucoup d'architectes et de créateurs qui écoutaient tes podcasts, toutes ces activités-là peuvent laisser le milieu plus riche, peuvent laisser les interactions plus riches, quel que soit. C'est vraiment l'aune de ce à quoi il faut, sur lequel il faut se baser, en fait. Et c'est vraiment fondamental. Le don se trouve au cœur de tous les systèmes vivants. C'est la base de l'évolution. Toute la logique de l'évolution passe là-dessus. Donc nous, on involue, en fait. Mais on peut, et en plus, on a cette capacité extraordinaire d'avoir des pouces préhenseurs, fantastique. On a aussi une conscience, on a aussi capacité d'apprendre, donc on peut détruire, mais on peut aussi co-construire. Et attention, je ne dis pas construire, parce qu'il faut vraiment se dépatouiller de cette idée fondamentale de nous sommes les intelligents. Voilà. Non, il faut passer à nous faisons partie d'un système intelligent. On ne sera jamais rien que la carte du moitié, du vingtième, du millième. On ne comprend rien à ce qui se passe. On sait juste que c'est complexe et que ça va vers l'abondance. On pourra faire tous les articles scientifiques et toutes les recherches. On aura des petits glimpses de ci, de là. Et tant mieux, ça, ces recherches scientifiques nous permettent de comprendre cette complexité, cette interdépendance, etc. Mais il faut aussi l'appliquer au quotidien, dans nos vies, dans nos entreprises, dans nos idées, dans nos jardins et surtout à la base fondamentale, c'est-à-dire le sol. Si nous, pour manger, truc de base, hein, pour manger, on est obligé d'avoir des aliments de système d'abondance, il faut tout de suite arrêter de revenir en arrière vers des systèmes pauvres, tout bêtement. Et se réapproprier, si possible, les savoir-être et les savoir-faire du vivant, parce que c'est pas en laissant gentiment au maraîcher du coin le boulot il pourra pas nourrir tout le monde, aux semenciers, aux constructeurs de matériel gigantesques et autres monocultures géantes et supermarchés qu'il faut laisser ça. Aujourd'hui, il y a 70% de la nourriture qui est quand même créée par des tout petits producteurs. Et on sait, on l'a vu dans l'histoire, qu'on peut créer, on peut recréer très très vite et se réapproprier les systèmes, les compréhensions du vivant pour se nourrir déjà en partie, quoi. C'est un acte politique extrêmement fondamental, le jardin. Dans le sens le plus pur du terme, politique, dans le sens prendre soin de la cité. Mais je dirais au-delà de la cité des humains, la cité des vivants. Mais du coup, ça veut dire que si, en gros, on avait cette fonction qu'on ignorait jusqu'à maintenant de pouvoir être perturbateur quelque part, Mhm. en conscience, en entendement de tous ces cycles et tout ça, ce que tu disais au tout début, c'est quand même j'aimerais t'entendre là-dessus, comment tu penses que parce que là, on comprend qu'il y a une succession écologique, c'est-à-dire qu'en fait, il y a A qui va préparer le sol pour que B, C, D arrivent, mais du coup, A, après, il va devoir partir, en fait, il va devoir aller ailleurs ou il va devoir mourir, je sais pas, tu vois? Et en fait, c'est ça, c'est comment est-ce que nous, on n'est pas du tout câblés pour laisser la place à
à genre, autrui qu'on connaît pas. Enfin, tu vois? Il y a vraiment quelque chose qui est contre nature dans la manière dont on a été, dont tout le système, fonctionne pour nous, tu vois? Et on se dit: «On va être en survie». Fondamentalement, on est totalement câblé pour ça et ça s'appelle la parentalité, la maternité et cetera. On laisse le monde à des êtres qu'on ne connaît pas, qui nous arrivent comme ça, pouf! Non, je rigole et qui vont penser tellement différemment de nous qu'à chaque génération, on se dit: mon Dieu, qu'est-ce qui se passe?» Mais ça, on le fait depuis les on a des textes qui remontent aux Grecs et qui disent, «La prochaine génération ne comprend rien, ils ont ils on perd tout les voilà». Donc ça, c'est on transmet déjà à des êtres qui nous ressemblent déjà plus, en fait, qui on ne ils habitent déjà dans un lieu, le futur, que nous, on verra jamais et du coup, on est obligé de faire confiance à ça et ça, la reproduction de l'espèce, on va dire, qu'on fait depuis longtemps, elle est basée que là-dessus, donc bien sûr, ça se transforme. Dans les châteaux au Moyen Âge ou dans les maisons, elles étaient hyper basses, pourquoi? Parce qu'ils étaient limite, ils étaient tout petits, quoi et maintenant, bah, c'est faut vraiment se baisser pour y passer. Ça a l'air de rien et ils vivaient pas du tout le même temps et ils n'avaient pas accès aux mêmes connaissances, etc. Donc, bien sûr que non, on n'est pas en train de se reproduire à l'identique. On évolue, on s'adapte en permanence dans l'histoire, dans des systèmes qui nous entourent, et on fait confiance. On fait déjà ça, donc on peut continuer à faire ça. Et on sait qu'on va mourir, quelque part. Et heureusement, sinon comment on fait pour vivre? Mais c'est se le remettre en fait aussi à l'échelle, non pas d'une vie humaine, mais tu vois de tout ce qu'on fait, de toutes nos actions de notre vie en fait. Ces mécanismes-là. Oui, bien sûr. On les voit Ouais, à zoom, comme ça, mais c'est comment est-ce qu'on navigue avec eux au quotidien désormais, avec, ce cycle de mort-vie, mort-vie qui ne nous fait plus peur parce qu'en fait, c'est plein de petites morts qu'on fait, qu'on vit exactement. et Ouais. plein de renaissances qu'on vit aussi. En tant qu'organisme ou en tant que même juste dans le cycle de jours ou de périodes de vie dans lesquelles nous sommes, chacun, chacune, on est héritier de tous ceux qui nous ont précédés, à la fois au niveau génétique, à la fois au niveau de toutes les milliards et les incomptables milliards, millions, trilliards, billiards d'interactions qui ont permis à ce que nous soyons là aujourd'hui. On respire parce que la photosynthèse, depuis les temps sans commencement, a créé une atmosphère respirable. On marche sur le sol que la photosynthèse nous a permis de créer par l'incomptable accumulation de cycles du vivant et de morts données à elles-mêmes. Du coup, on mange à partir de ces cycles-là, puisque la totalité des chaînes alimentaires sont basées sur la photosynthèse et que les plus gros prédateurs au monde, que ce soit les requins, que ce soit le tigre, que ce soit l'aigle, le charognard, ou que ce soit, enfin, c'est plus un prédateur, mais bon, ceux qui sont en haut de la chaîne, tout au bout de la chaîne alimentaire, sont tous profondément interdépendants de la photosynthèse. Ils font pas n'importe quoi. S'ils font n'importe quoi, ils se tuent eux-mêmes. Ils sont obligés d'être en interdépendance profonde. Il n'y a pas de loi du plus fort, il n'y a pas de loi de la jungle dans le vivant. Ça ne marche pas, en fait. Et du coup, on est tous l'héritier de la totalité des interactions du vivant depuis le début du monde. Et on est à la fois juste les héritiers de nos parents, dans ce qu'ils nous ont transmis, de la société telle qu'elle était il y a 10, 20 ans, etc. Et nous sommes les précurseurs de ce qui va arriver plus tard. Donc on se trouve à tous les stades de graines, de développement, de climax, de dégénérescence, de fruits, de mort, dans notre vie, je dirais, comme un arbre, si on prend cet exemple-là, va lui-même avoir son propre cycle de graines, de pousses, de développement des ramures, etc. Et puis petit à petit, plus tard, de maladies, de dégénérescence, de mort, par exemple. Mais que dans chaque saison, chacune de ses feuilles, chacun de ses fruits va retrouver exactement le même cycle, mais saisonnier. Et puis, chaque cellule de son écorce et chaque cellule de ses fruits va retrouver la même chose aussi, chaque fleur, chaque pétale. Donc, c'est pour ça que tout est les systèmes dans les systèmes, dans les systèmes, dans les systèmes, dans les cycles, dans les cycles, dans les cycles. En fait, la mort n'existe pas vraiment puisqu'elle est tout le temps, c'est toujours une transformation. Parce que nous, on dit, ah, c'est fini. En fait, c'est le début de tellement d'autres choses. Un arbre qui meurt, en tant qu'organisme arbre, si on prend cette dénomination-là, il va être le garant d'une vie absolument délirante juste par la décomposition de son propre corps et la place qu'il laisse en laissant une clairière de tous les milliards et des milliers de graines et de vie et de bactéries associées qui vont pouvoir repousser derrière. Donc, voilà, c'est juste, ça cycle, c'est tout. Et ça fait du bien quand tu es au jardin, parce que tu es obligé d'être confronté à ça quand tu es au jardin et que tu regardes vraiment tous les jardiniers de longue date avec qui j'ai discuté,
ont ce regard distanciel sur le temps aussi, et c'est l'acceptation d'être qu'une partie et de cette partie pouvoir faire quelque chose de bénéfique, et ça fait du bien aussi, je pense. Bah, clairement et là, je pense que l'appel aussi que tu nous fais avec, tout ce que là, on va en parler peut-être, le manifeste et cetera, mais c'est revenir dans un système de temps long, du coup et donc penser sur, et même planter parce que là, du coup, tu parles du jardin et mais en fait, c'est aussi valable pour plein d'autres, enfin, voilà, pour tout un chacun, on n'est pas tous, malheureusement jardiniers aujourd'hui encore, donc penser en fait sur, toi tu disais, 250 ans, enfin minimum, enfin On récolte demain et on plante pour 2 siècles et demi minimum. Ça, c'est clair. En Saint-Tropez, on peut faire ça. On peut aussi choisir des cycles plus courts, mais voilà, on a tout de suite, c'est des temps courts, hein, 2 siècles et demi, hein, ça va, c'est relatif. C'est c'est juste qu'on verra pas à quoi ça ressemblera, mais c'est tout. Et aujourd'hui, si on transforme notre manière de faire, j'ai marqué dans le manifeste à la fin, on prépare les 3000 ans à venir. Mais au début, je voulais mettre 300 000 ans, mais je me suis dit, bon, il faut peut-être pas pousser, ça va pas passer tout de suite. Mais bien évidemment, en fait, c'est la problématique, c'est même pas que vous soyez jardinier, c'est comment transformer le paradigme, comment transformer cette vision-là. Et du coup, par la même occasion, et ça fait du bien, arrêter d'être désespéré au fond de son canapé devant l'état du monde, parce que bon, bien sûr, c'est difficile hein, quand on voit l'état des choses, mais quand on sait qu'on peut passer de destructeur en chef à coproducteur de l'abondance, même sur son balcon, je veux dire, hein, si vous avez un balcon, ou dans ses interactions, dans sa vie, etc., en laissant, par exemple, toi avec le podcast, du coup, ça aide vraiment à plein de gens à faire évoluer les mentalités, à découvrir d'autres choses. C'est une manière d'utiliser ce qui existe aujourd'hui pour transformer vers plus d'abondance, vers plus de richesse, en fait. Et donc, chacun à son niveau peut faire ça. parce que là, pour, aussi imager de nouveau, tu vois, cette philosophie de la saint enfin cette pensée je sais pas comment on qualifie d'ailleurs la syntropie, c'est une manière de voir le monde en fait, c'est tellement c'est énorme. C'est une application concrète de la compréhension des fondamentaux du vivant. Donc ça veut dire, l'image pour que aussi on puisse, parce que tout voilà, tout ce qu'on dit là, c'est beaucoup d'informations aussi, beaucoup d'informations nouvelles. Est-ce que ça veut dire que le système vit enfin sur cette planète, le système a vocation à devenir peut-être genre comme une espèce de forêt primaire extraordinaire avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de variétés, de diversité, d'oiseaux, d'espèces, machin et qu'on doit tous un peu œuvrer vers ça, vers cette vocation forestière un peu? Alors, je pense pas qu'on doit, parce que si on doit, ça va pas marcher. Il faut d'abord comprendre. Si c'est un devoir, Oui, si oui, c'est bien une sûr. croyance qu'il faut, ça va pas marcher. Il faut faire ce retournement de chaussettes profond, et c'est pour ça que j'ai fait le manifeste. C'est pour ça que pour moi, la philosophie dont je te parle, elle est très importante, parce que sinon, c'est juste une recette de cuisine, c'est juste une technique, et on n'a toujours pas compris, en fait. Si on veut que ça change, il faut changer notre point de vue. On ne peut pas répondre aux problématiques qu'on a posées à partir du même point de vue qui nous a permis de créer ces problématiques. Il faut vraiment qu'on transforme le paradigme. C'est ça le cadeau qu'on peut faire à notre vie et aux gens qui nous entourent. Je pense que c'est vraiment ça qu'on peut faire comme cadeau. Et juste petite, c'est pas forcément des forêts gigantesques. Il y a des systèmes d'abondance de steppes, des systèmes d'abondance de prairies. Et si on revient 5 000 à 6 000 ans en arrière en Europe, c'était des grandes plaines arborées et pas forcément couverts de forêt. Pourquoi? Parce qu'il y avait des immenses troupeaux d'herbivores, gigantesques, en quantité monstrueuse. Il y avait des poissons, des oiseaux, une quantité d'animaux dans les airs, dans les océans, dans les rivières, sur Terre, qui faisait qu'il y avait énormément de perturbations, énormément de biomasse qui circulait, etc., avec plein d'autres cycles. Bon, on va pas rentrer dedans, mais les cycles du phosphore et tous ces trucs-là, et avec la décomposition des eaux et tout. Et du coup, c'était pas que des forêts. Non, non, il y avait énormément il y a des grands systèmes de richesse et de diversité et de complexité dans les prairies notamment. Donc nous, pour l'instant, voilà, si, comme disait Sepp Holter, si tu veux pas de cochon, t'as qu'à faire le travail du cochon. Donc on utilise nos petites mains au début. Et bien sûr, la syntropie, t'imagines bien que même avec un peu de mécanisation ou à la main sur des jardins, c'est bien gentil. Et le reste de la planète, on fait quoi? Eh ben, il y a exactement les mêmes principes qui sont appliqués avec le holistic management, ce qu'en France, on va appeler le pâturage non dynamique, qui reproduit avec des troupeaux
énormes, ou même les 10 vaches, du village africain, qu'on a sous la main, qui reproduit, les cycles que faisaient les gros troupeaux en étant poursuivis par les prédateurs et en suivant la mousson. Donc il y avait c'est le mouvement fait partie de l'abondance aussi, ce mouvement-là, et ça, il y a un homme qui s'appelle Alan Savory qui a dédié sa vie à ça, et aujourd'hui, je crois que je suis pas sûre si c'est entre 30 et 50 millions d'hectares dans le monde qui sont passés de quasi-désert à des systèmes d'abondance absolument incroyables, juste en réutilisant les mêmes bases de perturbation de masse animale. Donc on a sur tous les espaces, on a cette possibilité, nous, avec nos connaissances aujourd'hui, de revenir dans le sens du vivant et d'avoir une application extrêmement efficace. Donc toi, là, dans ton jardin, tu me disais tout à l'heure, en 3 ans de Syntropie, tu avais 9 points de matière organique supplémentaire. Sur mes zones les plus avancées, hein, au début, c'était le musée des erreurs, hein, surtout, hein. Parce que j'ai dû adapter en faisant ce qui se faisait au Brésil, avec des plantes d'ici, ça marchait pas parce qu'il fallait adapter, et du coup, au début, c'était pas aussi jungle que je le souhaitais, et après ça a marché, du tonnerre de Dieu. Mais donc là, ça veut dire aussi que tu as comme un espèce de microclimat. Enfin, quels sont tous les bienfaits et jusqu'où là, tu as 9 points? Est-ce que tu pourrais aller plus loin? Enfin, tu vois? Mon objectif de base, c'est 25 de matière organique. C'est ce qu'on a trouvé dans certaines forêts intouchées depuis, des millénaires, des siècles et des siècles en Allemagne. 25 d'humus. Je me suis dit: «Ouais, ça va, je peux faire». Il y a pas de limite. Si on a perdu 92 de fertilité des sols, il y a pas de limite. Enfin, je veux dire, on peut y aller, quoi. Il faut pas avoir peur de ça. Après, ça prendra peut-être un peu de temps puisque les cycles très vite se ralentissent, puisqu'il y a tellement de pousses, tellement de biomasse qu'après on retourne sur le cycle spontané. Mais 25, oui, ça me paraît pas, hors de portée. Moi, je vais pouvoir plonger la main jusqu'à l'avant-bras, sans aucun problème, en ressortir des champignons, des mycorhizes et des fourmis. Et aujourd'hui, comment toi tu collabores avec, peut-être, je sais pas, des gens, des scientifiques, enfin, comment c'est documenté aussi tout ce que tu découvres et tout ce que, Ouais. heu Alors, au Brésil et dans les milieux tropicaux, il y a des subtropicaux, il y a des milliers de personnes qui utilisent la syntropie depuis des dizaines d'années, et on est vraiment, je fais partie des précurseurs en milieu tempéré, et donc là-bas, c'est suivi par des scientifiques, il y a des recherches universitaires qui se font. Évidemment, on n'a pas les mêmes cycles, on n'a pas les mêmes plantes, ni les mêmes pousses, ni les mêmes hivers, et chez nous, là, il y a pas mal de choses qui sont en train de se faire au niveau de l'Europe. Malheureusement pour l'application pour, les grandes cultures, ce qui correspond pas vraiment à ma philosophie à moi, mais bon voilà, c'est autre chose. Parce que plus on fait grand, plus on fait mécaniser, moins on se repose la question et plus on simplifie encore. On complexifie un tout petit peu, mais pas trop. Et sinon, moi je travaille avec, l'équivalent de l'INRA en Belgique, le mmh, CRAW, avec d'autres instances belges notamment. Il y a aussi une unité de l'INRA qui s'est basée dessus, avec lequel j'ai collaboré pour faire le point sur les forêts-jardins et la syntropie en France aussi. Il y a des doctorants, il y a des masters qui s'y mettent de plus en plus. J'ai pas mal de demandes d'étudiants dans ce sens-là aussi. Et le grand public qui s'est emparé de ça de manière... enfin, moi, quand je m'amusais au fond de mon jardin, je ne m'attendais pas du tout à ça. Et tant mieux si on contamine de plus en plus. Et dans mes formations, j'ai eu des gens qui avaient l'expérience d'un romarin sur leur balcon, ou des gens qui avaient 30 ans d'agroécologie et de permaculture dans les pattes, et tous m'ont dit: «Ça y est, j'ai compris quelque chose, quoi». Et c'est vraiment ce que j'ai ressenti quand j'ai vu Ernst. Alors Ernst, il n'a pas cette facilité pédagogique du tout, mais il a le génie et la pratique, et c'est lui qui a amené ça. J'ai mis beaucoup de semaines à dépatouiller tout ce qu'il avait dit, mais bah, mon outil à moi, mon travail à moi, c'est vraiment la recherche et l'écoute. La recherche, en fait, c'est apprendre à pas savoir et à écouter, pour moi, c'est vraiment ça. Et après, la transmission, c'est vraiment ce que j'aime aussi, c'est trouver les mots, trouver la logique pour pouvoir transmettre. C'est pour ça que le manifeste, j'ai mis 6 mois à l'écrire, parce qu'il faut quelque chose d'extrêmement court, punchy et retourne la chaussette, et qui soit simple de compréhension, en fait. mmh. Alors, est-ce que tu peux nous dire justement, là, quelques mots sur pour qui est ce manifeste? Qu'est-ce que tu as eu envie de nous proposer avec lui? J'ai eu envie de parler aux jardiniers et à tous ceux qui n'étaient pas jardiniers, parce que j'ai vu qu'il y avait des impacts très forts sur des gens qui avaient rien à voir avec la choucroute, et pour qui ces principes du vivant parlaient énormément.
Du coup, j'ai voulu faire quelque chose vraiment centré sur l'aspect, on va dire philosophique, paradigmal, de la chose, tout en restant très tout public et c'est pour tous les curieux, pour tous ceux qui se posent des questions, ceux qui sont, au fond de leur canapé désespérés, ceux qui sont à fond dans leur jardin, c'est pour tout type de public. On est en train de le traduire en 7 langues. Il est gratuitement accessible sur le site, téléchargeable, imprimable. On va faire une version papier vendue au grand public à 1 € pièce au final pour les festivals, les librairies qui le souhaitent, les associations, les stands de marché, que sais-je encore. L'idée étant d'utiliser tous les médias disponibles pour contaminer le maximum, pour viruser le maximum de monde à ce paradigme-là. Et on va aussi le podcaster pour qu'il soit Bien écoutable. sûr, ouais. Voilà, je te donnerai les liens quand il sera prêt. Et on a voulu jouer jusqu'au bout la carte de cette systémique du don qui est fondamentale dans le vivant, en disant on l'offre en fait, on le donne, et en se disant ça va tellement, avec un peu de chance, ça va tellement enrichir plein de monde dans leur façon de penser ou de vivre que bah, potentiellement, nous, ça nous permettra de continuer nos expérimentations derrière, etc. Donc voilà, c'est un coup de poker aussi, mais je crois fermement à cette logique, à cette systémique du don, et je me dis, appliquons-la jusqu'au bout, Mmh. jusque dans le manifeste, quoi. Déjà bravo parce que donc tu me l'as envoyé là, la semaine dernière et moi ce que j'en retiens, c'est accepter en fait la présence du vivant en nous, autour de nous, d'accepter que nous faisons partie, du vivant et de laisser en fait de lui laisser plus de place dans notre manière de penser. Tu vois? Je trouve que ça c'est là un peu là où on atterrit quand on finit la lecture et ça donne envie. En fait, c'est très ouvert donc je pense que peu importe que vous soyez, voilà, jardinier ou designer, architecte, chef d'entreprise, médecin, enfin peu importe en fait. Tout peut résonner. Enfin, il y a pas de comme tu dis, il y a pas de limite. Totalement, ouais. C'est une amie avocate et businessman qui m'a dit à quel point ça l'avait marqué et qu'elle avait changé son type de management avec ça. Donc, comme quoi, on en parlera peut-être dans le prochain podcast, Oui, justement. c'est ça. Parce qu'en fait, je proposais en introduction de cet épisode à Anaëlle de faire un épisode numéro 2 où on ira, maintenant qu'on a compris, voilà, comment enfin, la syntropie et puis aussi ces lois universelles du vivant, comment on atterrit maintenant dans nos questionnements plus, pratico-pratiques avec, le beau et le beau des créations humaines. C'est-à-dire, quand on est créateur aujourd'hui, depuis designer, architecte d'intérieur, ben, voilà, tous ces métiers où on met en œuvre de la matière pour fabriquer des choses dans lesquelles on va vivre, avec lesquelles on vit, parce que c'est peut-être des objets. Qu'est-ce que on retient de tout ça en fait? Et comment est-ce qu'on peut s'en saisir? Quelles sont les clés? Et ça, je pense que ça va être un épisode qui va être assez exceptionnel parce que tu vois, peut-être qu'on peut terminer là-dessus, mais tu sais, moi, je reste un peu avec ce goût de quand j'avais interviewé Francis Allais il y a 5 ans maintenant et il m'avait dit: «Mais tu sais Hélène, en fait, dans le vivant, le beau est toujours utile». Enfin, parce qu'on comprend avec la synthropie, avec les lois universelles qu'on a chacun aussi des rôles, enfin, voilà, à des moments, on joue des et donc il disait: «Le beau, c'est pas juste comme ça, en fait. Il y a vraiment une fonction». Dans l'ensemble, il y a des fonctions parce que voilà, ça répond à des stratégies, et cetera. Et donc je pense que ça va être passionnant d'aller explorer tout ça avec toi. Ouais, c'est un aspect que j'ai commencé à creuser, et le don, donc la générosité intrinsèque au vivant, donc l'abondance est intimement liée à la beauté, en fait. Pour moi, c'est évident. Et non seulement c'est beau, mais on s'y sent tellement bien qu'on veut plus partir. Donc c'est ça peut être un bon truc ça pour, pour faire de l'architecture. «Oh mais non, mais je reste là, je suis bien», De la relation aux matériaux, de la relation à la il y a tellement de choses à discuter. Oui, ça, on le fera, c'est Ouais, certain. un beau qui fertilise. Un beau ah, c'est joli ça. Un beau qui fertilise, pas mal. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas dit, là dans cette première partie? Ou alors un message, tu vois, que tu aurais envie de faire passer peut-être, ou Qu'est-ce que je veux rajouter? Je veux rajouter que, le systémique du don, l'abondance, qu'on l'applique au jardin ou ailleurs, ça on sait qu'on y est, on sait qu'on est dans les rails quand il y a cette jubilation intérieure, quand on ronronne, il y a cette joie qui est vraiment complètement liée au vivant, et c'est profondément magique.
C'est la chose la plus incroyable que j'ai jamais rencontrée, c'est cette compréhension des lois du vivant. C'est absolument magique et qu'il faut le vivre. Ouais, il faut le vivre et en fait, tu sais, ça me fait penser parce que j'avais interviewé il y a plusieurs années, Pascal Pot, tu sais, donc lui, voilà, en tout cas, il est toujours connu pour ses semences non hybridées et cetera. Oui, Et en fait, plein de personnes me faisaient la réflexion: «Oui, mais j'ai acheté les semences de Pascal, mais ça marche pas». Et en fait, on avait refait un autre épisode avec Roland Feuillas où justement je lui avais dit: «Mais tu sais, j'ai eu ces retours-là dans le podcast». Et en fait, les 2 avaient répondu, alors je sais plus exactement ce que c'était, mais c'est parce qu'en fait, ceux qui les ont plantés n'aiment pas assez le vivant, tu vois? Sont pas assez en amour avec le vivant, tu vois? Et en fait, j'ai la sensation en t'écoutant, que oui, tu as compris l'entendement des lois universelles et cetera et que tu l'appliques dans ton jardin, mais je pense que qui tu es et l'amour que tu as et la manière et les qualités d'être, tu vois, que tu as déployées doivent aussi faire partie quand même de cette magie, de l'abondance que tu crées. Il y a cette information aussi qui est captée, tu vois, qui rentre en résonance avec le reste. les retours qu'on m'a fait aussi, mais ce qui est fondamental à retenir, c'est pas moi, je suis juste un détail, c'est pas ça l'important. C'est que quand on comprend cette générosité de fond, on a une forme de gratitude énorme qui vient quand on regarde une plante et qu'on se dit: «Waouh, 98 si on aime les chiffres, de cette plante sont créés à partir de rien. Elle est basée sur la totalité des interactions du monde vivant depuis le début du monde. Moi, je vais la manger derrière. Elle est blindée de bactéries qui vont nourrir mon propre univers intérieur, les flores intestinales, ma santé et cetera». Ça me permet de enfin, c'est tellement absolument incroyable la beauté de cette plante, de son cycle de vie, le don complet de son corps après sa mort pour la nourriture ou pour le sol, ça laisse s'élever une telle gratitude que, comment dire, la gratitude, c'est la petite sœur de l'amour quand même, hein. Donc, Mmh. on ouvre à quelque chose un jardin, c'est un lieu de production, c'est un lieu de joie, c'est un lieu de semences, de ratés, et quand on comprend tout simplement ça, on se met à le vivre. Mais moi, comme n'importe qui d'autre, hein. Tous les jardiniers, chenus que j'ai rencontrés parlaient de la même chose au final. Ouais, Donc, tous avec des mots différents, ouais, j'ai tous l'impression avec des que mots différents, voilà. Mais c'est vraiment cette beauté-là qui est importante. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire ce manifeste, c'est pour contaminer, à cette beauté et inviter à la gratitude à l'intérieur, c'est ça, hein. de tous ceux qui ont ou qui n'ont pas des jardins, qu'importe en fait, je dirais. L'important, c'est ce changement. Bien sûr et puis là, je pense aussi que, bah, nous, on peut déjà commencer aujourd'hui, tu disais qu'on est tout le monde n'a pas de jardin, malheureusement encore, mais en fait, ces manières d'être, de prendre conscience de tout ce qui s'est passé pour que ça se soit dans notre assiette, pour qu'on vive ça, pour que voilà, on voit Ouais. ce coucher de soleil, enfin, ça, c'est quand même il y a quelque chose qui nous nourrit profondément et qui fait qu'on voit le monde, enfin, c'est beaucoup plus joyeux, en fait, et on a Ah, besoin c'est aujourd'hui clair, de c'est ça. jubilatoire. C'est, Ouais. des vrais gamins, quoi. Merci beaucoup, Anaëlle. Merci à toi.